merci pour votre invitation à Sanskriti. Voilà, je suis content de faire votre connaissance. Et ces ces derniers temps, je suis un peu surchargé de travail et je me disais, il ne faut plus que j'accepte rien du tout parce que ce n'est plus possible. Mais en même temps, voilà, je pense que c'était une belle opportunité que vous nous offrez, qu'on puisse discuter sur ce sujet. Et puis, voilà, ça permet aussi de faire connaissance, comme je viens de temps en temps dans la région où vous êtes. Je suis régulièrement invité près d'Annecy, à Chavannes, à la Maison du Grand Pré. Et donc, peut-être comme ça, j'aurai l'occasion, je viendrai en tout cas sans doute visiter votre centre un de ces jours. Euh, donc, le sujet que vous m'avez demandé d'aborder me semble bien intéressant à plusieurs égards. Et donc, ce n'est pas forcément mon point de vue, et en tout cas, ce n'est pas un point de vue que je vais exprimer. Il est assez rare pour moi d'exprimer un seul point de vue, parce que je considère que tout est complexe dans notre monde et que notre esprit humain aussi est complexe. Et donc, notre approche de la vie, du monde et notre approche du temps aussi est quelque chose de complexe. Et donc, bien sûr, dans le titre, nous avons mis, voilà, faut-il choisir, hein, faut-il choisir. Donc, le titre indique déjà que peut-être, voilà, on peut choisir, mais on pourrait aussi peut-être ne pas choisir. Et je pense qu'il est bon de toujours d'ouvrir au maximum les choses et de ne pas trop simplifier ou entrer dans des approches trop simplistes qui seraient trop dualistes et trop manichéennes par rapport à notre manière d'appréhender les choses, d'appréhender la vie, d'appréhender les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Et voilà, c'est un sujet, je pense, qu'on pourrait aborder de plusieurs manières, hein. On pourrait éventuellement même faire une approche peut-être historique de ce sujet. Je pense qu'il y a des historiens qui pourraient être intéressés, fascinés par ce sujet. Je pense que voilà, si on se réfère à ce que l'on imagine peut-être ou ce que l'on sait des premiers hommes, peut-être si on demandait à Monsieur Pascal Pic par rapport aux hommes de Néandertal, à l'homme de Cro-Magnon et à toutes les sociétés dites les peuples premiers, par exemple, comment ils vivent, hein. Ils vivent beaucoup plus dans l'instant présent que nous, dans nos sociétés modernes, dans nos sociétés aussi euh, plutôt matérialistes, consuméristes, ou en tout cas où ce qui représente souvent le plus grand intérêt, c'est justement les bénéfices à faire. Donc ça nous projette forcément déjà dans un futur, alors que les peuples premiers ou les chasseurs-cueilleurs, par exemple, vont vivre plus au jour le jour. Et il y a des sociétés encore actuellement, même au sein de sociétés dites civilisées ou développées, je pense à l'Inde, où la plupart des pays dits du tiers-monde, on peut penser, voilà, les pays que je connais, le Népal, mais il y a aussi l'Amérique du Sud et d'autres pays, où il y a beaucoup de gens, malheureusement il y en a peut-être aussi maintenant de plus en plus chez nous, mais il y a beaucoup de gens qui, sans parler de ceux qui n'ont pas de travail, mais ceux qui ont un travail, ceux qui exercent un petit travail, comme on dit, ceux-là, s'ils ne travaillent pas aujourd'hui, ils n'ont rien à manger aujourd'hui. Donc, voilà, ils n'auront pas trop la possibilité de se projeter dans l'avenir, si vous voulez. Donc, je pense que euh, l'idée de se projeter dans l'avenir, c'est aussi une idée qui est dépendante de notre situation, qui est dépendante de notre mode de vie et de la société dans laquelle nous vivons et de la manière dont la société est organisée.
Donc déjà, en ayant cette simple approche qui est une approche, je dirais, peut-être plus historique ou sociologique ou pragmatique, déjà on peut voir que cette question de l'ici et maintenant et de l'avenir, c'est une question, et c'est un sujet qui est déjà en lui-même dépendant de quelque chose d'autre. Euh, et peut-être, voilà, nous, on pourrait se dire, hein, j'aurais envie de dire ça, quoi, si vous voulez, que euh, nous avons peut-être le luxe de pouvoir nous poser cette question. Et il y a peut-être beaucoup d'autres êtres humains sur la planète qui n'ont pas ce luxe de pouvoir se poser ce genre de questions. Et pour eux, voilà, ils n'ont pas le choix. Ils doivent survivre. Hein. D'instant en instant, ils doivent survivre. Donc, voilà, déjà, je pense, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant. Et, et cela aussi je dirais, m'invite à peut-être à dire quelque chose qui n'est pas très agréable à entendre pour nous tous, hein, pour moi-même aussi. Après, ça dépend de l'âge que nous avons. Je pense que c'est quelque chose qui est moins vrai pour les générations les plus âgées, mais pour les générations les plus jeunes, je pense aussi que euh, nous et les générations encore plus jeunes que nous n'avons pas connu beaucoup de frustration dans nos vies. Et du coup, la situation que nous vivons actuellement présente, voilà, beaucoup de frustration. Et nous voyons que voilà, pas mal de générations, de jeunes générations, ont du mal à accepter la moindre frustration. Donc, dans nos sociétés, en fonction aussi, bien sûr, du niveau de vie, peut-être nous avons plus ou moins de difficultés à vivre la situation actuelle en fonction de cela. Et donc, je pense là aussi, ça montre que c'est dépendant, ce genre de questionnement, et la manière dont on vit les choses dépend aussi de cela, de la manière dont on a vécu jusqu'à présent, dont on a été élevé, et aussi donc du confort dans lequel on a été élevé, des facilités avec lesquelles on a vécu jusqu'à présent. Et si on n'a jamais connu de frustration dans sa vie, euh, quand une frustration arrive, c'est très difficile à vivre. Et du coup, cela entraîne une difficulté à se projeter dans l'avenir. Mais des personnes qui ont connu bien d'autres frustrations dans leur vie, qui ont connu peut-être la guerre, etc., savent qu'il y a toujours moyen de se reconstruire après, de reconstruire même une société. Même une ville bombardée peut être reconstruite. Donc, là aussi, ce genre de questionnement aussi est bien sûr intéressant, mais d'un certain point de vue, il est encore dépendant. Hein. Donc là, ce n'est pas dépendant de l'histoire et des circonstances, je dirais, extérieures, mais c'est dépendant aussi de notre vécu intérieur, de notre expérience personnelle de vie, en fait. Mais bien sûr, on peut aussi se situer et réfléchir à ce sujet d'un point de vue plus général, voire plus philosophique, hein, bien sûr. Et c'est peut-être ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, parce que cette réflexion peut nous permettre, euh, souhaitons-le en tout cas, de mieux vivre la situation actuelle, et peut-être donc du coup par là même de mieux préparer l'avenir. Donc, par exemple, Sandrine, quand vous m'aviez parlé de ce sujet, bien, nous n'avions pas encore, par exemple, les échéances posées là actuellement par le gouvernement. Hein, l'échéance d'un déconfinement le 15, et puis la réouverture des restaurants, etc., le 20 janvier. Donc, nous n'avions pas ces échéances, et c'est vrai que du coup, l'avenir était inconnu. Et quand l'avenir est inconnu, pour certaines personnes, cela peut être assimilé ou représenter ou induire intérieurement une forme de peur. Et
c'est vrai que votre proposition de sujet m'a fait aussi réfléchir, bien sûr, parce que euh, bien que je sois quand même un peu dans le monde, dans l'activité, je ne suis pas quelqu'un qui a un travail rémunéré, etc., qui a une activité professionnelle. Et donc, peut-être aussi en tant que moine, en tant que méditant, ayant fait beaucoup de retraites, ce n'est pas le genre de questions que je me pose, de me projeter dans l'avenir, si vous voulez. Mais je conçois, je comprends que beaucoup de personnes, et c'est quelque chose qui sans doute est naturel chez l'être humain, maintenant, c'est de se projeter dans l'avenir. Et, et, hier, par exemple, aux informations à la radio, j'entendais euh, des journalistes qui discutaient justement de ce sujet et du malaise actuel qu'il y a et des grosses et des plus en plus grandes difficultés psychologiques que rencontrent les étudiants, par exemple, en université. Et les journalistes disaient qu'il y a de plus en plus de problèmes psychologiques et les psychologues disent que ça va laisser des traces profondes chez beaucoup de jeunes parce que justement, l'avenir est devenu opaque pour eux. L'avenir est devenu opaque. Donc, il est certain que dans notre mental, dans notre psychologie, ce qui est important, ce sont les repères. On a besoin de repères. Dans les sociétés traditionnelles, il y avait des repères, il y avait des rites de passage. Hier soir, j'ai enregistré une vidéo sur ce qu'on appelle la prière du bardo, sur le bardo, sur la mort et sur l'état intermédiaire entre la mort et une renaissance, etc. Et donc, on peut parler, j'ai participé il y a quelques années à un colloque interreligieux chrétien-bouddhiste sur la mort, dont le titre était « La mort, un passage ?» point d'interrogation. Et donc, on a parlé avec une moniale, par exemple, une moniale catholique, des rites de passage par rapport à la mort. Mais il y a aussi des rites de passage dans la vie. Dans les sociétés traditionnelles, il y a le rite de passage très important de l'adolescence à l'âge adulte, etc., qui, dans nos sociétés occidentales, dans notre société française, dans le temps, était marqué, par exemple, par le service militaire pour les hommes. Et donc, dans nos vies, nous avons besoin de repères. On a besoin de repères géographiques. La preuve qu'on en a besoin et que c'est devenu très important, peut-être même parfois trop obsessionnel, ce sont la géolocalisation avec nos appareils électroniques, avec le téléphone portable, les ordinateurs. On nous propose toujours une géolocalisation et on nous dit, voilà, c'est important pour vous repérer si vous vous déplacez, mais c'est important si vous perdez votre matériel. Donc là, on induit tout de suite une sorte de peur. Bien sûr, tout est possible et on peut perdre quelque chose. Et si on prévoit qu'on puisse le perdre, ça induit déjà une forme de peur, la peur de le perdre, et la possibilité de le récupérer grâce à tel système de géolocalisation. Donc ça fait partie des repères. On a besoin de repères géographiques, de se situer, on a besoin de repères sociaux, de repères historiques. Peut-être aussi, j'ai l'impression de nos jours, on a de moins en moins de repères, même si tout le monde a accès à l'éducation. On voit que beaucoup de jeunes générations ont moins de repères, moins de références que les générations précédentes. On apprend moins de choses, on retient moins de choses parce qu'on est de plus en plus distrait aussi par les images, par les jeux en ligne, etc. Et donc tout cela joue un rôle dans ce questionnement sur faut-il choisir entre l'ici et maintenant et le futur. Et ce que je remarque, c'est que les médias nous invitent beaucoup, beaucoup à nous projeter dans le futur. Et personnellement, je trouve cela assez négatif.
assez négatif parce que du coup, on n'est jamais plus vraiment dans le présent. On commence un confinement et les journalistes ou le gouvernement ou les deux commencent à tout de suite dire voilà, à quand le déconfinement? Peut-être le déconfinement arrivera à tel moment, peut-être. Alors, il y a plein d'hypothèses qui sont lancées, tout le monde se questionne. Ça, du coup, ça encombre le mental, ça encombre l'esprit énormément. Et, euh, et puis, dans 2 ans, par exemple, en France, il y aura les élections présidentielles. Déjà, on commence à en parler. Presque à peine les élections précédentes finies, on commençait déjà à parler des élections suivantes. Sur le long terme, on se projette déjà, voilà, certains présidents, certaines personnes richissimes aux États-Unis font des projets de coloniser la Lune ou de coloniser Mars. Donc on se projette beaucoup. Hein, et souvent c'est par crainte, alors, il y a une anticipation, mais souvent induit par la peur, par la crainte et par l'espoir. Il y a toujours ces deux aspects qui sont du coup positifs et négatifs, mais qui sont tout à fait, en fait, finalement identiques, c'est l'espoir et la crainte, ça fonctionne ensemble. On a l'espoir voilà, d'une fin proche du confinement, et on a peur que ce confinement soit prolongé. Donc ça va toujours ensemble. Et du coup, on ne fonctionne plus que d'une manière dualiste dans notre mental, dans notre esprit. Et c'est pour ça que je veux dire, il y a plusieurs approches possibles. Et il y a toujours, bien sûr, une approche extérieure, comme j'ai commencé à le faire au début, mais il y a aussi une approche plus intérieure de cette question et de la manière dont on vit les choses, dont on appréhende l'instant présent, dont on appréhende l'avenir. Il peut y avoir aussi une approche symbolique ou vraiment plus, je dirais, plus subtile dans le sens qu'elle peut même nous être cachée par rapport à notre propre esprit. Qu'est-ce que le présent? Qu'est-ce que l'avenir? Il y a quelque chose qui nous est caché. Certains diraient peut-être qu'il y a une espèce de mystère. On peut dire qu'il y a un mystère. Il y a un livre qui s'appelle Le mystère de l'instant. Et l'avenir aussi représente une forme de mystère dans le sens où c'est inconnu. Donc les choses qui nous sont inconnues, on croit qu'elles nous sont vraiment inconnues. Peut-être elles pourraient ne pas nous être si inconnues que cela. Et je pense que par la méditation, par exemple, on peut vraiment approcher et connaître, avoir une idée de ce qu'est l'instant. Et puis, il y a aussi une manière de voir qui est du point de vue ultime. D'un point de vue ultime, on peut parler de ce qu'est l'instant présent et de ce qu'est l'avenir du point de vue ultime. Donc, il y a plein de niveaux, je dirais, de plus en plus subtils pour approcher cette question. Et ce n'est pas une manière de me défausser, par exemple, par rapport au sujet et par rapport à la vie de chacun, par rapport à l'approche de chacun dans sa vie, mais au contraire, c'est une manière d'aborder les choses voilà, de manière suffisamment ouverte et suffisamment profonde à la fois pour que cette réflexion qu'on peut avoir, qu'on pourrait avoir là-dessus, nous aide à mieux vivre les choses, à mieux vivre les choses. Et donc, ce que je peux dire, d'après aussi mon expérience, c'est que, et c'est quelque chose que, par exemple, le Dalai Lama a très bien exprimé dans un texte que je n'ai pas là sous les yeux avec moi, mais on pourrait dire qu'à force de nous projeter dans l'avenir, on ne vit plus l'instant présent. On se projette tellement dans l'avenir que finalement, le présent ne compte presque plus. Et du coup, ça induit qu'on néglige le présent. Alors que c'est le présent qui conditionne l'avenir. Et c'est ça notre malheur. C'est ça notre malheur. C'est de là que vient une grande souffrance, à mon avis. C'est que en se projetant trop dans l'avenir, on néglige le présent. Alors
que c'est le présent qui conditionne l'avenir. Et ça veut dire que nous sommes ignorants de cela. Nous ignorons que c'est l'instant présent, ici et maintenant, qui conditionne le futur. De même que l'instant présent a été conditionné par le passé. Et si on regarde cela voilà, d'une manière un peu détachée, et d'une manière plus profonde, on pourrait dire que tout ça n'a pas vraiment d'existence. Si le présent dépend du passé qui n'existe déjà plus, où est-il? Et l'avenir, où est-il? Il dépend de l'instant présent, mais l'instant présent, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'on peut le trouver, l'instant présent? Ça, c'est une question qui est passionnante et importante, sur laquelle la philosophie bouddhiste donne des réponses et sur laquelle aussi la science actuelle, au niveau des neurosciences, donne aussi des réponses. Parce que l'instant présent, c'est ce que j'ai mis dans l'introduction de mon dernier petit recueil de poésie. J'ai fait une note avec un texte d'un ami astrophysicien qui s'intéresse aussi aux neurosciences sur l'instant présent. Et les méditants et le Bouddha a exprimé ce qu'était un instant et la durée d'un instant. Et si on réfléchit à ce qu'est un instant, en fait, un instant, c'est la perception que nous avons de l'instant. Donc, c'est un instant de conscience. Et dans la voie bouddhiste, on dit nous vivons en fait d'instant en instant. Nous avons l'impression qu'il y a une conscience qui expérimente le temps, mais en fait, cette conscience n'est pas une entité qui existerait en elle-même, qui existerait en soi, mais ce sont des instants infinitésimaux de conscience qui se succèdent les uns les autres, qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, mais qui donnent l'illusion d'un continuum de conscience. Donc on pourrait dire, du point de vue de l'esprit, le passé, le présent, le futur n'existent pas en dehors de notre esprit. Ce sont des désignations de l'esprit. On désigne quelque chose comme étant passé, on désigne quelque chose, ce que l'on vit là comme étant le présent, on désigne ce qui va venir comme étant l'avenir. Ce sont le passé, le présent, le futur. Du point de vue ultime, ce sont juste des concepts et pas autre chose. En dehors de la conscience, de notre perception de la conscience, on ne peut guère parler d'un passé, d'un présent, d'un futur. Et si on observe l'instant d'une manière très très fine en méditation ou en yoga, si on parvient à avoir une perception très fine de la conscience, dans les enseignements bouddhistes, on dit ça, souvent on donne l'exemple pour un instant de conscience de l'espace d'un claquement de doigts. Mais le Bouddha décrit un instant de conscience comme étant un claquement de doigts divisé par 64. Donc c'est très très court, c'est très difficile à percevoir. Pour la plupart d'entre nous, c'est impossible de percevoir un claquement de doigts divisé par 64 qui forme un instant de conscience. Donc nous loupons le présent à chaque fois, en fait. C'est tellement subtil qu'on n'est pas conscient de cela. C'est je dirais, notre mental, il n'est pas assez raffiné, assez purifié pour percevoir ces instants infinitésimaux de conscience. Et donc, même sans parler de se projeter dans l'avenir, si on observe l'instant présent, on n'est jamais vraiment dans l'instant présent. Il y a toujours un décalage et on n'est pas capable, pour la plupart d'entre nous, de percevoir un instant infinitésimal de conscience. Donc, on pourrait dire, de ce point de vue-là, tout est assez illusoire, si vous voulez. On accorde une existence, une espèce de continuité à quelque chose qui n'en a pas vraiment. Ou si ça en a une, s'il nous semble qu'il y a une continuité, nous devrions comprendre, nous devrions peut-être voir en méditation qu'il s'agit de quelque chose d'illusoire. Et donc, c'est aussi illusoire, du coup, de se projeter dans l'avenir, si vous voulez, parce qu'on n'en sait rien. Alors, après, du point de vue de notre vie,
du point de vue de notre existence et de notre existence sociale avec les autres, bien sûr, nous savons et nous pouvons comprendre qu'il est important aussi d'une certaine manière, de se projeter dans l'avenir. Euh, euh, ça représente quelque chose qui est important, quelque chose aussi qui peut nous motiver. Parce que sinon, on pourrait se dire, mais à quoi bon vivre? À quoi bon continuer à vivre? Si tout ça est illusoire, si rien n'existe, voilà, on pourrait devenir complètement négatif et déprimé, en fait. et, euh, et donc, je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est la vie, on pourrait dire, la vie ordinaire, la vie professionnelle, hein, notre vie sociale, familiale, etc., dans laquelle il est bon de faire des projets, par exemple, hein, et puis comme ça, d'avoir une énergie pour se projeter, pour faire des choses, avoir des projets personnels ou par rapport aux autres, etc. Ça n'a rien de négatif en soi, hein, et je pense aucun sage ne dira que ça a quelque chose de négatif. J'ai même entendu des grands maîtres bouddhistes, hein, dire que voilà, quand ils sont en Inde et qu'on les invite à venir en Occident pour enseigner et qu'ils fondent des centres, des monastères, etc. Ils disent non, quand j'étais en Inde, voilà, j'allais partir pour venir en France, c'est très excitant. C'est très excitant de faire ce voyage, de venir, de vous rencontrer, de vous retrouver, de retrouver les amis, et puis de faire des projets ici. Voilà, c'est très beau pour l'humanité, peut-être aussi pour l'avenir de la tradition, la transmission des enseignements bouddhistes. Donc, ça a quelque chose d'excitant, d'important. Hein, par exemple, le grand centre auquel je suis principalement relié en France, qui est le centre de Plouray en Bretagne, Drupa Plouray, les maîtres qui ont fondé ce centre et qui s'en occupent actuellement, comme le Gyalwang Drupa et son père, disaient, voilà, ce centre, ce qu'on appelle un centre du Dharma, ce centre de transmission de l'enseignement bouddhiste, il va perdurer pendant 1000 ans. Il va avoir une espérance de vie, d'existence pendant 1000 ans. Et donc là, nous posons les fondations, il faut faire attention à ce que nous faisons pour le futur, etc. Donc, voilà, les maîtres bouddhistes aussi, et les pratiquants bouddhistes, voilà, ont tout à fait le droit aussi de se projeter dans l'avenir et de faire des projets à très long terme qui dépassent même le cadre de notre propre vie, en fait, de notre propre existence. Donc, ça n'a rien de négatif en soi, au contraire, ça participe, hein, d'un souhait de faire le bien pour l'humanité et pour les générations à venir. Et c'est tout à fait louable. Euh, et ce que l'on voit, ce que l'on entend, par exemple, tout à l'heure je parlais de ces idées d'aller peut-être voilà, coloniser la Lune ou Mars, etc. Là, c'est souvent dans une optique qui nie que dans l'instant présent, on continue peut-être à polluer et à détruire notre planète et que du coup, on va avoir besoin, en épuisant notre écosystème, on va avoir besoin d'aller ailleurs. Et ailleurs, on reproduira la même chose. Donc là, parfois, on se projette dans l'avenir avec des perspectives qui ne sont pas des perspectives vraiment de compréhension de ce qui se passe dans le présent et de progrès véritable par rapport à l'humanité. C'est juste une sorte d'entêtement à continuer dans le même système. Donc c'est aussi possible voilà, c'est deux manières de se projeter dans l'avenir, si vous voulez. Une manière pour faire le bien de l'humanité, une manière en disant de toute façon il n'y a plus d'espoir, on ne va pas changer et on continue pareil ailleurs voilà, en recréant des conditions et puis à la limite, peu importe qu'il y ait qu'il y ait des milliers, des milliards de personnes décimées sur cette planète, on recommencera ailleurs, etc. Donc, il y a différentes approches, différentes manières de voir. Je pense qu'il y a une manière de se projeter dans l'avenir qui peut être positive, hein, quand c'est motivé, par le bien d'autrui, et puis une manière de se projeter dans l'avenir qui peut être négative. Et
Et je pense que si on veut distinguer entre ce qui est positif et négatif, c'est à nous, en nous, de regarder si nous sommes dans un état d'esprit purement égoïste ou dans un état d'esprit altruiste. Je pense que c'est ce qui distingue le positif du négatif, si vous voulez. Euh, si si on recherche tout le temps et uniquement notre propre intérêt, notre unique intérêt, voire même au détriment d'autrui, il ne faut pas s'attendre à être heureux un jour et à trouver le bonheur dans le futur. À mon avis, ce n'est pas possible, c'est peine perdue. Par contre, si nous faisons les choses avec au cœur non seulement notre propre intérêt, mais en même temps l'intérêt d'autrui, ou voire idéalement, hein, pour nous c'est un idéal de faire passer l'intérêt d'autrui avant notre propre intérêt, alors là on dit c'est très positif d'envisager des choses dans ce sens-là. Donc je pense voilà, la motivation que nous avons permet de distinguer une approche, une projection dans l'avenir positif et une projection dans l'avenir négatif. Donc, quand il y a des personnes qui font des projets à long terme avec des projets écologiques, des projets sociaux, etc., ça semble très, très positif. Et en tout cas, ça part d'une bonne motivation. Et au contraire, si ce sont des projets pour encore exploiter les richesses, détruire la planète, etc., ça semble absurde et sans espoir, si vous voulez, bien qu'il y ait pour les personnes qui le conçoivent un espoir, mais c'est un espoir qui est lié à leur intérêt personnel uniquement, sans prendre soin des autres, sans prendre soin de l'environnement, sans prendre soin de la planète, etc. C'est complètement absurde parce qu'ils vont droit à la destruction et même à l'autodestruction finalement. Et donc, moi, ce qui me semble important quand même, c'est de toujours revenir à l'instant présent parce que vraiment, je pense vraiment, si on y réfléchit, on dit il faut étudier, réfléchir et méditer. Ce sont trois entraînements vraiment importants. Étudier, réfléchir, méditer. Donc, étudier, ça veut dire bien sûr lire, écouter, se renseigner sur les choses. Puis ensuite, on peut réfléchir par soi-même pour discerner. Puis ensuite, c'est très important de ne pas s'arrêter là, mais de méditer pour expérimenter ce qu'il en est vraiment. Est-ce que c'est vraiment juste ou pas du point de vue profond? Et, donc, si nous ne sommes pas capables d'être vraiment présents, si pour utiliser un terme à la mode, pour être dans la pleine conscience, dans l'instant présent, eh bien, il ne faut pas s'étonner après dans l'avenir de vivre un avenir qui ne nous correspond pas, qui semble ne pas nous correspondre ou qui ne nous plaît pas, et dans lequel nous expérimentons encore et toujours, comme peut-être on l'a déjà vécu, comme peut-être on le vit actuellement, une sorte d'insatisfaction. Et l'insatisfaction est une forme de souffrance. Et je pense aussi qu'il serait peut-être bon que chacun d'entre nous réfléchissions. Je ne veux pas vous le dire ou vous l'asséner comme une vérité ou comme si c'était quelque chose d'absolument vrai. Mais peut-être il serait bon plutôt que chacun d'entre nous réfléchissions et nous nous demandions mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de me projeter dans l'avenir? Est-ce que ce n'est pas le signe d'une insatisfaction présente? Ça veut dire, si on a vraiment besoin de se projeter dans l'avenir, c'est qu'on n'est pas heureux là, ici et maintenant. En est-il ainsi? Est-ce que c'est ainsi? Est-ce que c'est pas ainsi? Est-ce que c'est complètement ainsi ou moitié-moitié? On ne sait pas. À nous de réfléchir à ça, quoi. C'est quelque chose, une réflexion que je peux vous proposer. Je ne suis pas là pour donner des réponses et dire les choses sont comme ci, comme ça.
vous dire, voilà, dans le bouddhisme, on pense comme ci, comme ça, parce que même dans le bouddhisme, c'est pas comme ça. Donc, on n'est pas là, je ne suis pas là, en tout cas, et c'est pas mon souhait d'asséner des choses comme étant vraies, mais plutôt d'induire, voilà, des approches de réflexion. Et puis, ensuite, vraiment, euh, nous inciter à nous poser et à méditer après avoir réfléchi ainsi, pour laisser l'esprit décanter, laisser le mental, parce que notre mental fonctionne toujours de manière dualiste, et c'est bien un jour de pouvoir s'émanciper de la dualité, hein, et de regarder notre propre esprit, parce que tout ça n'existe que dans notre propre esprit. Hein, les trois temps, le passé, le présent, le futur, c'est notre esprit qui les perçoit et qui les nomme ainsi. Mais qu'en est-il? Est-ce qu'ils ont une réalité vraiment, quelque part, euh, en dehors de notre esprit? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Voilà, en plus de la réflexion, où pourrait nous mener notre méditation? Une méditation post-réflexive, on pourrait dire. Et donc je pense que c'est une chose importante voilà, de comprendre peut-être cela, de réfléchir à cela. Est-ce que le fait de toujours avoir cette envie de penser à l'avenir et d'imaginer l'avenir, d'envisager l'avenir, de prévoir l'avenir, même si c'est rassurant, est-ce que c'est pas parce que dans le présent, je suis insatisfait? Et nous demander à nous-mêmes, est-ce que nous sommes à même, est-ce que nous sommes capables d'être satisfaits là, ici, maintenant, dans l'instant présent? D'où l'idée dont on parle de nos jours pas mal, et il y a un jeune maître tibétain qui a écrit là-dessus, il a écrit un livre qui s'appelle Le bonheur de la méditation. C'est vrai qu'une approche dans l'instant, être dans l'instant, ça peut apporter beaucoup de bonheur. Et si nous sommes capables de renoncer à plein de choses, on peut vivre comme ça, d'instant en instant. Et même sans renoncer à quoi que ce soit, on peut continuer de vivre dans la vie quotidienne d'instant en instant. Je connais un grand maître tibétain qui, est, qui a une grave maladie, c'est un maître laïque qui est marié, qui a un enfant et qui vit aux États-Unis. Et de temps en temps, il me téléphone la nuit, puis il me dit: «Oh, vous savez, maintenant, moi, vraiment, je me suis dégagé des institutions et je vis simplement d'instant en instant.» Mais posons-nous la question, sommes-nous vraiment capables de vivre vraiment d'instant en instant? Ce n'est pas si évident. Ce n'est peut-être pas si évident. Et donc, je pense que ce besoin, on pourrait dire peut-être pour certains d'entre nous, c'est un besoin de se projeter dans l'avenir. Ça vient peut-être d'une forme d'insatisfaction, d'une forme de souffrance dans le présent. Nous sommes insatisfaits, du coup, nous espérons que le futur sera mieux et nous voulons mettre des jalons, faire des choses. On se dit, voilà, je ferai ça, ça va me rendre heureux. Hein, je dirais, tout ça n'a qu'un seul sens, c'est de nous rendre heureux nous-mêmes. Et bon, c'est bien, je dirais, c'est bien. Aussi, c'est le but de la vie, de vivre heureux. Mais l'idéal, c'est de pouvoir vivre heureux avec les autres et que les autres soient heureux aussi. S'il n'y a que nous qui sommes heureux sur Terre et que du coup tous les autres sont malheureux, est-ce qu'on sera capable d'être heureux si tous les autres sont malheureux? C'est pas du tout évident. Comment être heureux au milieu de gens malheureux? Ça me semble pas possible, à moins d'être complètement pervers et de jouir du malheur des autres. Mais voilà, donc les réflexions comme ça sur le présent et l'avenir peuvent être, je pense, menées de cette manière-là. Et puis aussi, une autre réflexion euh, qu'il est bon de mener, c'est celle que je rappelais tout à l'heure par rapport au Dalai Lama et qu'on trouve aussi dans notre philosophie occidentale. Hein. J'avais envie de vous lire un petit extrait d'un texte de Montaigne. Alors Montaigne, bien sûr, il est l'héritier des philosophes, des philosophes de l'Antiquité. Il est l'héritier, on peut dire, voilà, de Socrate, mais aussi il est l'héritier beaucoup des philosophes présocratiques
Et les philosophes, il y a des philosophes présocratiques en Grèce qui étaient contemporains du Bouddha, hein, et on retrouve chez les stoïciens et d'autres philosophes antiques des idées très proches, des idées énoncées par le Bouddha, par exemple. Et donc Montaigne est l'héritier de ça, de cette tradition. Et donc Montaigne a écrit ainsi sur la projection vers l'avenir, hein. La crainte, le désir, l'espérance nous élancent vers l'avenir et nous dérobent le sentiment et la considération de ce qui est, voire quand nous ne serons plus. Je le relis peut-être une deuxième fois. La crainte, le désir, l'espérance nous élancent vers l'avenir et nous dérobent le sentiment et la considération de ce qui est, voire quand nous ne serons plus. Cela veut dire, quand on se projette dans l'avenir, c'est soit par crainte, soit par désir, soit par espoir ou espérance, et ça nous élance donc vers l'avenir, et quand ça nous élance vers l'avenir, on n'est plus dans l'instant présent. Donc ça nous dérobe le fait de projeter dans l'avenir, de nous projeter dans l'avenir, ça nous dérobe l'instant présent. On perd l'instant présent. La considération de ce qui est là, ici et maintenant, on le perd complètement quand on se projette dans l'avenir. Et si on continue comme ça à se projeter tout le temps dans l'avenir, bon, on va finir par, un jour, on va mourir et il sera trop tard pour vivre l'instant présent. On n'aura rien vécu. Nous n'aurons vécu que des instants où on se sera projeté dans l'avenir. Donc, c'est quelque chose qui finalement nous indique qu'on peut perdre tout le temps de notre vie à élaborer des choses futures sans jamais vivre le présent. Et puis finalement, on arrive au moment de la mort et puis on n'a rien vraiment vécu de l'instant présent. Et en quelque sorte, on peut dire on aura perdu notre temps dans cette vie, quoi. On n'aura pas profité, comme on dit chez nous en Occident, dans nos sociétés matérialistes, on dit on n'aura pas profité de la vie. Alors, profiter de la vie, pour beaucoup d'entre nous, dans nos sociétés modernes, ça veut dire voilà, profiter de la société de loisirs, en fait, hein, et avoir des loisirs. Travailler pour avoir des vacances, pendant ces vacances, avoir des loisirs. Et donc, dans nos vies aussi, comme ça, on se projette, hein, le bonheur est identifié au plaisir, en fait, qu'on va expérimenter pendant nos loisirs, pendant nos vacances. Et du coup, le présent, le travail n'est pas quelque chose d'heureux, en fait. On oppose les deux. On a tendance à opposer beaucoup de choses comme ça. Et, et quand nous sommes en vacances et que nous expérimentons voilà, certains plaisirs qu'on identifie donc au bonheur, on a en même temps une sorte d'appréhension, l'appréhension de la fin, l'appréhension de la fin des vacances, l'appréhension de la fin des loisirs. Il va falloir retourner travailler, d'où la déprime le lundi matin. Et on dit il y a le plus de suicides qui sont commis, c'est le lundi matin. Il y a beaucoup de gens qui sont déprimés de devoir reprendre le travail le lundi matin, etc. Donc on vit comme ça d'espoir, en crainte et en désespoir du coup. Et dans la tradition bouddhiste, on dit vraiment, pour être heureux, il est vraiment important de se libérer de l'espoir et de la crainte. Parce que les espoirs sont toujours déçus, ou la plupart du temps sont déçus par la réalité. Même si on obtient ce qu'on voulait obtenir. On le voit par exemple, peut-être nous l'expérimentons encore maintenant à l'âge adulte, mais on le voit chez les enfants, quand nous-mêmes nous étions enfants, hein, on espérait avoir ceci, et puis voilà, on l'obtient, on est très content sur le moment, mais vite ça passe. On n'est pas,
on n'est pas toute sa vie fasciné par une poupée ou par une petite voiture qu'on reçoit quand on a 5 ans et qu'on voulait absolument l'avoir, on l'obtient. Puis une fois qu'on l'a obtenu, ça devient vite un objet banal pour nous. Donc, on dit dans ce sens-là, les espoirs sont souvent déçus finalement. Et on n'arrive pas à se satisfaire de ce que nous avons, de ce que nous obtenons. Et, et du coup, cette notion de se projeter dans l'avenir, c'est malheureusement trop souvent lié à une forme d'espoir. Et bien sûr, on peut dire, et on le dit en français, l'espoir fait vivre. Mais l'espoir fait vivre comment? Est-ce que l'espoir fait vivre heureux ou pas? Là aussi, c'est une question qu'on pourrait se poser, hein, sur laquelle chacune et chacun d'entre nous, peut-être nous pourrions réfléchir et puis ensuite nous pourrions méditer sur cela. Est-ce que l'espoir fait vivre heureux ou pas? C'est une question. C'est une question. Personnellement, je ne pense pas que l'espoir fasse vivre heureux. Parce que justement, comme le dit Montaigne, comme le dit le Dalai Lama, comme l'a enseigné le Bouddha et d'autres sages dans d'autres traditions, hein, ça nous dérobe l'instant présent, d'être dans l'espoir de quelque chose d'autre et de futur. Et donc ça veut dire vraiment, nous ne sommes jamais satisfaits dans l'instant. Et donc ce que nous disons dans la tradition bouddhiste, mais je pense que ça doit se dire aussi dans d'autres traditions, hein. Je n'ai pas une connaissance universelle et encyclopédique de tout, mais au moins dans la tradition bouddhiste, hein, nous disons, nous devrions vivre spirituellement l'instant présent comme si c'était notre dernier instant. Par contre, nous devrions vivre cette vie et travailler comme si cette vie devait durer éternellement. Mais nous devrions aussi, bien sûr, avoir en même temps la conscience que cette vie ne dure pas éternellement. C'est ça le problème pour nous, c'est que si on continue comme ça à se projeter indéfiniment, n'oublions pas qu'un jour, quand même, nous allons mourir. Et au moment de la mort, voilà, quel projet faire? Peut-être, si on est bouddhiste ou si on croit à la réincarnation, on peut peut-être faire des projets pour les vies futures, en tout cas faire des souhaits. Mais voilà, à quoi bon? À quoi bon projeter toujours et puis finalement arriver comme, voilà, comme le disait Montaigne aussi, hein, à la fin de cette vie, en faisant toujours et encore des projets et finalement en n'en réalisant aucun peut-être ou en étant satisfait d'aucun. On les réalise, même si on les réalise, est-ce qu'on est vraiment satisfait de ce qu'on a réalisé? Et donc je pense qu'il y a un moyen terme toujours, hein, dans ma tradition, c'est une chose en laquelle j'ai vraiment confiance, c'est la voie du milieu. La voie du milieu, qui fait que on peut même être, comme je le rappelais hier soir dans l'enregistrement que je faisais, parce qu'il y a un texte qui est là en face de moi sur mon mur, c'est avec c'est un poème assez long, mais dans une des strophes de ce poème, il y a un vers qui dit « En accord avec tout le monde, signe qu'il est bouddhiste ». Donc, on peut être dans cette voie du milieu, si vous voulez, qui va faire que, voilà, intérieurement, on devrait idéalement vivre chaque instant comme si c'était le dernier, comme si on allait mourir à l'instant d'après, ce qui permet vraiment de vivre pleinement l'instant présent et de ne pas faire, ou d'éviter en tout cas, de faire des bêtises dans l'instant présent, éviter de nuire aux autres ou de nous nuire à nous-mêmes. C'est l'urgence. Ça induit un sentiment d'urgence et de besoin d'une grande présence dans l'instant, de faire les choses au mieux, pour vraiment au mieux profiter de l'instant. Alors pas comme dans le sens où je le disais tout à l'heure, mais profiter de l'instant, ça veut dire que l'instant devienne bénéfique pour nous et pour les autres.
que chaque instant soit vraiment vécu et apprécié. Donc, quand on vit l'instant présent, ça nous permet en vérité d'apprécier l'instant présent. Et c'est là le bonheur, en fait, hein, c'est en appréciant ce que nous sommes dans l'instant présent, ce que nous avons dans l'instant présent, ce que nous vivons dans l'instant présent, ce que nous faisons dans l'instant présent. Regarder une fleur dans l'instant présent, ça nous permet de vraiment apprécier pleinement cette fleur. Alors que si nous regardons cette fleur, mais que nous pensons « Ah, mais j'aimerais bien avoir cette même fleur chez moi, où est-ce que je pourrais la trouver? Il faut que j'aille voir sur Internet comment elle s'appelle, et vite, vite que je fasse des recherches chez quel pépiniériste je vais trouver ça, etc. » On n'apprécie pas la fleur dans l'instant présent. Hein. On se projette encore dans une relation égotique à la fleur en voulant la posséder. Et du coup, on n'apprécie pas. On n'apprécie pas la fleur en tant que telle et la fleur pour elle-même, mais on l'apprécie en voulant la posséder. C'est toujours, on ramène tout à soi, on ramène le monde à soi. Et du coup, on n'est pas dans l'instant. Se projeter dans l'avenir aussi, c'est ça, c'est vouloir ramener aussi le monde à soi. Et ça, on considère du point de vue de la recherche du bonheur, par exemple, que c'est une erreur. Je dirais, dans certains textes, on va même jusqu'à dire que c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Le Bouddha, par exemple, a dit, hein, celui qui est dans l'attention présente, dans la vigilance à l'instant présent, illumine le monde comme la lune émergeant des nuées. Celui qui est négligent ou qui est dans la distraction, celui-là est comme s'il était déjà mort. C'est ça la mort, c'est être dans la distraction, ne pas être dans l'instant présent. Si on est vraiment dans l'instant présent, même au moment de la mort ne sera pas une souffrance ou quelque chose, ce sera juste un instant. Et tant est qu'on puisse trouver un instant qui soit la mort. Et ce n'est pas possible de trouver un instant qui est la mort. La mort elle-même est une succession d'instants. Donc il n'y a pas, on ne peut pas trouver, la mort n'existe pas en tant que telle, n'existe pas en soi, en dehors du concept qu'on en a. Ce n'est pas quelque chose qui existe vraiment. Et de même, si on cherche ce qu'est la vie, c'est difficile de trouver qu'est-ce que c'est notre vie. Parce que c'est quelque chose qui change sans arrêt, d'instant en instant. Même notre corps, toutes les choses changent. Donc être dans l'instant présent, c'est apprécier les choses telles qu'elles sont, là, ici, maintenant. Du coup, on peut les vivre pleinement et on peut dépasser la dualité bonheur-malheur. Ça devient quelque part un grand bonheur au-delà des peines et des peines et des bonheurs que nous expérimentons de manière adventiste, de manière momentanée dans nos vies. On passe par des moments de peine, par des moments de bonheur, etc. Mais si on est capable d'être pleinement présent lors de ces différents moments, et donc cette grande présence va déboucher sur une grande clarté qui va nous permettre de voir la non-réalité de ces instants, que ce soit des instants de bonheur ou des instants de malheur. Et voir la non-réalité de ces instants de bonheur et de malheur, c'est ça le grand bonheur, on pourrait dire. Ça induit une grande sérénité intérieure, une grande clarté intérieure. Et du coup, on peut se libérer de cette dualité bonheur, malheur, et qui vient d'une saisie, en fait, d'une saisie égocentrique. Donc notre problème, je dirais, par rapport au questionnement dualiste que nous pouvons avoir sur le présent et l'avenir, et notre manière de vivre le présent, notre manière de nous projeter dans l'avenir, le problème vient de la saisie égocentrique. Il vient de la saisie que nous faisons par rapport à ça. Et moins nous aurons de saisie, moins nous serons attachés, en quelque sorte. Moins nous serons attachés à l'instant présent, moins nous serons attachés à ce que nous projetons dans l'avenir, plus nous pourrons être détendus, ouverts et heureux en vérité. Et ce qui n'empêche pas, voilà, de vivre
pleinement le présent, ça n'empêche pas de, voilà, d'apprécier la nourriture, de faire un bon repas, de partager, de faire la fête avec les amis, de sortir. Ça n'empêche pas non plus de faire des projets d'avenir, hein, voilà, de pouvoir, je sais pas moi, monter une société, cultiver un champ, construire une maison, etc. Mais moins nous aurons d'attachement par rapport à ce que nous voulons dans le présent et ce que nous voulons dans le futur, mieux ce sera intérieurement, si vous voulez. Donc c'est ça la chose principale, je pense, c'est vraiment l'intérieur. Comment nous vivons les choses, comment nous appréhendons les choses. Est-ce que nous les appréhendons avec beaucoup d'attachement, beaucoup d'espoir, et donc ça veut dire beaucoup de crainte aussi. Et donc finalement, nous ne sommes jamais bien intérieurement. Nous sommes toujours dans l'espoir et dans la crainte. Il y a quelque chose presque qui nous torture intérieurement, si vous voulez. Alors que si on lâche par rapport à cela, que ce soit le présent, que ce soit l'avenir, on peut les envisager, les vivre et les envisager de manière beaucoup plus détendue, moins crispée et moins, entre guillemets, maladive. Et ça nous rendra moins malades aussi. Je pense que beaucoup de problèmes de santé viennent de cela. On le voit, comme je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, les jeunes n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Pour eux, l'avenir devient de plus en plus opaque par rapport à une activité professionnelle. Donc, ça veut dire aussi par rapport à un confort de vie, hein, par rapport à à des bonnes conditions de vie. Si l'avenir devient opaque par rapport à des bonnes conditions de vie, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, ça devient terrible. Voilà, ça peut devenir une angoisse. Et, et comme ça, on peut fabriquer aussi des maladies. Donc, il y a je connais des personnes dans mon entourage qui sont actuellement, hein, mais terriblement angoissées, qui ont peur de la maladie, qui ont peur de ce virus. Il y en a d'autres qui sans doute n'en ont pas assez peur. Il y a beaucoup d'extrêmes, beaucoup d'excès dans tous les sens. Et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, finalement, ça nous rend malades. Si on est trop angoissé par rapport à la maladie, à une éventuelle maladie, rien ne nous dit qu'on va l'attraper, cette maladie. Mais voilà, on a tellement peur qu'on se rend finalement malade d'une autre maladie. Et si on n'a pas du tout peur, ça veut dire qu'on va devenir complètement négligent. Et si on devient négligent, ce n'est jamais bon. Comme dit le Bouddha, être négligent, c'est être déjà mort. Il n'y a pas d'espoir là, du coup, c'est sûr. Parce que on est négligent non seulement par rapport à soi-même, mais du coup, on est négligent par rapport à autrui. Et ça, ce n'est pas très bon du point de vue de la morale, mais aussi du point de vue spirituel. On peut parler aussi éventuellement, hein, en termes de karma. On dira ce n'est pas bon. Actuellement, beaucoup de centres bouddhistes, par exemple, sont fermés. Hein. Beaucoup de centres bouddhistes et de monastères observent un confinement total pendant 1 an. Depuis le début du confinement, ils ont décidé de fermer leurs portes jusqu'au mois de janvier. Ils n'ont pas rouvert. Et parce que les maîtres insistent beaucoup sur un point, les maîtres bouddhistes en tout cas, insistent beaucoup sur ce point, c'est un karma extrêmement négatif de contaminer, d'être responsable de la contamination de quelqu'un qui va en mourir. Ça fera qu'on pourra difficilement renaître en tant qu'être humain dans des vies futures, si on pense, hein, si on croit à la renaissance, etc. C'est une très grosse responsabilité. Nous portons une responsabilité individuelle, mais nous portons aussi une responsabilité collective. Et donc, c'est en vertu de cela, hein, qu'on dit il faut vraiment éviter d'être négligent. Hein, et il faut être dans une juste mesure d'attention, ni dans une crispation par peur, ni dans une négligence par non-peur. Bien sûr, dans la méditation, on peut développer une non-peur totale. Mais cette non-peur, c'est une non-peur intérieure qui vient d'une compréhension intérieure.
pas d'un aveuglement ou d'un rejet, pas d'une croyance que quelque chose n'existe pas, par exemple que le virus n'existe pas. On peut dire que le virus existe réellement, on dit c'est une croyance du point de vue philosophique, parce que rien n'existe fondamentalement en soi. Mais dire que le virus n'existe pas, c'est aussi une croyance, c'est une ignorance totale, parce que du point de vue relatif, il existe. Alors peut-être il existe comme ceci, comme cela, peut-être pas comme on nous le dit, je ne sais pas. Ce n'est pas une polémique dans laquelle je veux entrer, mais il existe du point de vue relatif. On ne peut pas le nier. Et donc le nier, ça veut dire se déresponsabiliser par rapport au reste de l'humanité, en fait. Donc il y a une juste mesure à trouver. Et donc par rapport à l'ici et maintenant aussi, il y a une juste mesure à trouver. Il ne faut pas devenir un fanatique de l'ici et maintenant. Et il ne faut pas non plus devenir un fanatique d'un futur meilleur. Parce que sinon, on devient, du coup, je dirais, trop religieux, si vous voulez. Ou je ne sais pas quel autre... S'il y a autre chose en dehors des religions qu'on pourrait trouver par rapport à ça, mais parce que même l'idée d'aller peut-être sur Mars ou autre, c'est une idée qui peut être liée à certaines catégories de religions aux États-Unis, comme les évangélistes, etc., avec lesquels le président Trump sont très, très liés, est très, très lié. Et voilà, l'espoir, croire en un futur meilleur, en un paradis, en une possibilité de paradis, faire plus tard le paradis sur Terre ou faire plus tard le paradis ici ou ailleurs, ou alors, comme certains extrémistes, comme certains islamistes, sacrifier sa vie ici et maintenant pour gagner le paradis après la mort. Croire qu'un paradis existe en dehors de ce monde et croire que le paradis c'est après la mort, c'est aussi quelque chose qui est un peu extrême. Dans le bouddhisme aussi, on parle de terre pure, on peut parler de paradis, on parle de la terre pure du Bouddha Amitabha, on peut renaître dans la terre pure du Bouddha Amitabha après la mort, etc. Donc d'un point de vue extérieur, on peut en parler comme ça aussi dans le bouddhisme, mais du point de vue profond dans le bouddhisme, on dira non, la terre pure du Bouddha Amitabha, elle est là, ici et maintenant. Si notre cœur est pur, nous reconnaîtrons que ce monde est la terre pure, est une terre pure. Mais malheureusement, comme notre cœur ou notre mental sont impurs, ou nous sommes pleins de croyances, d'espoir et de craintes, eh bien, nous considérons que ce monde est impur et insatisfaisant. Donc, tout dépend de notre point de vue, en fait, de notre vision. Et donc, je dirais, finalement, il n'y a pas vraiment à choisir entre l'ici et maintenant et le futur. Il faut vivre les deux, il faut accepter les deux et être bien conscient que c'est l'instant présent qui conditionne le futur. Donc, c'est pas, quand je dis l'instant présent, c'est pas forcément voilà, ce que l'on fait, mais c'est notre disposition d'esprit présente qui conditionne notre futur. Et donc, c'est notre disposition d'esprit présente qui va nous permettre de nous projeter dans l'avenir de telle ou telle manière, avec telle ou telle motivation. Donc, toujours le cœur de tout, c'est l'esprit. Et donc, toujours, le plus important dans l'instant, c'est de tourner notre regard vers l'intérieur et d'observer notre esprit. Le but de toute méditation, le but de la pleine conscience, même dans la marche ou dans les actions de chaque instant, c'est de regarder notre esprit et de regarder les dispositions de notre esprit et qu'est-ce qu'il y a dans l'instant dans notre esprit. C'est ça qui va conditionner tout le reste, en fait. Voilà, merci pour votre écoute. Peut-être je vais vous laisser la parole maintenant, si vous avez des réflexions à apporter, des compléments ou d'éventuelles questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette matière à réfléchir et à méditer, du coup. Oui, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, ouvrez votre micro.
et vous pourrez avoir la parole. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Merci infiniment. Et merci Sens Critique, je ne connaissais pas. Oui, moi, ce que je réalise donc avec ces confinements, c'est que finalement, c'est quand même l'événement qui rythme notre temps. Alors l'événement, finalement, l'événement de ce qu'on peut faire à l'extérieur, voilà. Et donc là, moi, ma difficulté, c'est comment je dirais, c'est-à-dire que de vivre avec sans événement, sans événement et avec finalement moi ce que je peux créer ou voilà, avec seulement mon univers. Donc le temps est créé par moi-même, voilà. Alors que habituellement, il est créé par l'extérieur. Donc c'est très très intéressant, mais c'est quand même nouveau et pas facile. Oui. D'habitude, c'est vrai que l'organisation du temps, en tout cas, hein, est conditionnée souvent ou imposée par des choses extérieures. Là, il l'est encore, je dirais, parce on est un des rares pays où on a des attestations pour sortir. Donc, pour sortir, on a un temps aussi qui est conditionné par une attestation, etc. Mais quand on est chez soi pendant ces confinements, c'est vrai, c'est à nous d'organiser notre temps. Et nous sommes libres de le faire. Et du coup, ça peut-être pour certaines personnes, du coup, ça fait qu'il n'y a plus de rythme, il n'y a plus un rythme de vie tel qu'il était avant, et que ça nous laisse devant un vide ou une immense possibilité, en fait, une liberté. Et peut-être ça peut être intéressant, gênant pour certains, déstabilisant de devoir, voilà, d'être libre de gérer notre temps comme nous l'entendons. C'est intéressant comme expérience, en effet. Et nous, par exemple, voilà, si on suit un chemin spirituel, c'est intéressant justement d'essayer de nous discipliner, d'avoir une discipline de vie, une discipline au niveau du temps, de prendre justement plus de temps pour pouvoir méditer, pratiquer, lire, étudier, etc. C'est comme une petite retraite pour nous. Par exemple, quand le premier confinement a eu lieu, moi, ça ne me faisait rien du tout, quoi. J'ai l'habitude de faire beaucoup de retraites solitaires, donc ça ne me gênait pas. Mais je n'imaginais pas que ça pouvait avoir un impact tel sur la psychologie de nombreuses personnes, quoi. Il y a des personnes que ça déstabilise, que ça gêne et chez qui ça provoque beaucoup de souffrance, en fait. Et j'avais tendance à dire, mais bon, c'est pas comme, voilà, c'est pas comme une guerre mondiale qui dure 4 ou 5 ans, c'est juste 1 ou 2 mois de confinement. Mais quand même, ça marque beaucoup, ça montre justement que de se retrouver un peu dans sans rien, sans repère, justement, hein, dans la vie et chez soi, ça peut être très déstabilisant et ça peut faire perdre pied. Je peux concevoir cela. Et d'où l'intérêt, voilà, d'avoir il me semble, hein, alors soit on peut être artiste et créer, écrire, voilà, on peut trouver toujours des tas de choses à faire ou tricoter ou faire on peut toujours trouver plein de choses à faire son jardin si on a la chance d'avoir un jardin, ou bricoler, etc. Mais si on est en plus pratiquant spirituel, si on a une pratique de yoga, une pratique de méditation ou autre, ça peut être vraiment un moment favorable.
ça peut devenir, on peut tourner les choses en choses positives. Du coup, le confinement peut devenir quelque chose de très favorable, de très bénéfique. Donc, il faut avoir, voilà, avoir l'art de tourner les choses en positif. Y a-t-il d'autres questions? Ouvrez votre micro si vous voulez intervenir. Ouais. Moi, je veux bien. Allez-y. Vous m'entendez, oui. Vous avez parlé des monastères que certains bouddhistes ferment, mais je veux dire, ça relève de la croyance de bouddhiste peut-être, mais est-ce que ça relève encore du mental d'imaginer que si on transmet le virus, on ne va pas se réincarner voilà, c'est une question. De ce point de vue-là, alors, les monastères ne sont pas non plus fermés que pour cette raison. Ils sont fermés aussi parce qu'ils vivent en communauté, ils sont nombreux, et que si une personne a le virus, elle va le transmettre tout de suite à toute la communauté, quoi, hein. D'accord. Ça peut être, voilà, ça peut être dévastateur. Après, oui, vous pouvez, je pense que vous pouvez dire que ça peut, de votre point de vue, que c'est de la croyance, hein, de croire si on contamine, si une personne contamine un autre être humain, qu'elle le sache ou pas, c'est un karma négatif et que ça va produire tel effet dans une autre vie. Tant qu'on n'a pas une approche méditative de l'esprit, une connaissance de l'esprit, une connaissance de l'enchaînement des actions et de leurs conséquences, et tant qu'on ne l'expérimente pas en méditation profonde, bien sûr, ça demeure du domaine de la croyance. Après, on peut vraiment en faire l'expérience, mais voilà, faut-il encore voilà, entrer dans des méditations et des méditations profondes par rapport à ça. Donc, moi, j'accepte que vous me disiez que c'est du domaine de la croyance. Y a-t-il encore une intervention? Oui, Sandrine, Eric, là, moi, Oui, j'aurais une question par rapport au début du discours enfin, des pensées de Maître là, sur les peuples premiers. Est-ce que c'était peut-être pas plus facile pour ces gens de vivre l'instant présent, dans la mesure où, dans le monde d'aujourd'hui, on est sans arrêt pollué par mille d'informations, par le souci de nos proches, par voilà, les cousins, les parents, par exemple, surtout en ce moment, par rapport à ce problème de virus. J'aimerais avoir l'avis justement de Maître par rapport à ça. Merci, oui. Alors, je ne suis pas un maître, hein, mais Oui. un mini-maître. Mais c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, justement, hein. C'est exactement dans le sens où vous l'exprimez. Je pense effectivement, oui, que c'était plus facile. C'est plus facile dans des sociétés où on vit au jour le jour, chez les chasseurs-cueilleurs, etc. C'est plus facile sûrement d'être dans l'instant présent que dans nos modes de vie. Je disais tout à l'heure ça pour justement montrer que c'est une manière de voir un état qui est conditionné, en fait, qui est conditionné par ce que nous vivons, nos conditions de vie. Et quand on fait, voilà, par exemple, si on fait une marche en montagne sans téléphone portable, etc., on peut être beaucoup plus dans l'instant présent, à moins que nos pensées ne nous entraînent tout à fait ailleurs. Voilà, par rapport à nos proches, que nos pensées vagabondent et ne soient pas dans la présence. Mais c'est vrai que dans notre monde hyper connecté, où on peut, voilà, recevoir sans arrêt des nouvelles des uns, des autres, leur donner de nos nouvelles, et du coup, ça occupe nos pensées beaucoup plus que dans d'autres conditions. Ça fait qu'effectivement, nous sommes constamment distraits. Nous pouvons l'être, en tout cas. Nous pouvons l'être, mais c'est libre à nous aussi. Libre à nous. Libre à nous
d'être tout le temps hyper connecté ou de ne pas l'être tout le temps, de l'être qu'une partie du temps. Voilà, on peut avoir aussi une liberté, exercer notre liberté par rapport à ça. Après, c'est ce que je disais, ce par quoi j'ai conclu. Personnellement, j'ai vraiment l'intime conviction et l'expérience aussi que c'est l'esprit qui conditionne tout ça. Voilà, on peut contrôler son esprit, maîtriser son esprit, même dans les circonstances où nous vivons, même si on peut bien sûr les critiquer. Personnellement, je suis capable de critiquer beaucoup de choses qui se passent dans notre monde actuel, parce que je me rends compte que si on n'a pas une force intérieure, si on n'a pas une vraie force intérieure, une démarche spirituelle, c'est vrai que c'est difficile de résister à tout ça, de résister à l'encombrement d'informations. On a un flot d'informations, si on veut même continu, il y a des chaînes d'informations continues, etc. Et si on reste pendu à ça toute la journée, effectivement, c'est difficile à vivre. Hein. Il y a des amis à qui j'ai dit, mais peut-être c'est mieux de moins regarder les informations, de moins écouter les informations, parce que de toute façon, à quoi bon se tenir soi-même en haleine comme ça tout le temps? On peut aussi, voilà, 1 ou 2 fois par jour, si on veut, recevoir écouter, lire ou regarder des informations. Hein, et ça peut suffire pour être informé, en fait. Et une deuxième réflexion par rapport à ça aussi, c'est est-ce que nous avons vraiment besoin pour vivre de nous maintenir informés de tout? Hein, là, je donnais l'exemple hier soir dans la vidéo que j'enregistrais sur le bardo d'un maître, un ami qui est un grand Kempo, un maître tibétain qui, là, mardi dernier, est parti à pied vers une vallée cachée, une vallée secrète formidable, un lieu saint du bouddhisme à la frontière népalo-chinoise. Les grottes, il est parti méditer, pratiquer pendant 3 ans dans une grotte de Milarepa. Bon, il n'aura aucune information, ça ne va pas le faire mourir. Il va vivre très bien sa retraite, il n'aura aucune information. Donc, on peut faire des choix aussi. Nous pouvons faire des choix de vie, nous pouvons, voilà, nous avons cette liberté. Après, c'est nous qui nous conditionnons nous-mêmes et qui nous imposons aussi une manière de vivre, etc. Ou alors, sans se l'imposer de manière consciente, en tout cas, nous sommes conditionnés, nous nous sentons dépendants de cette manière de vivre. Mais nous pouvons aussi nous en libérer. On peut s'en libérer extérieurement. C'est peut-être plus difficile, mais on peut aussi s'en libérer intérieurement, ce qui est aussi très difficile. Mais c'est possible de se libérer de cela. Et même si vous voulez, je dirais, je peux aller encore plus loin si vous voulez, hein, du point de vue vraiment spirituel, on peut rester connecté, on peut écouter toutes les informations qu'on veut, on peut prendre des nouvelles de tous nos amis à chaque instant et être libre dans son esprit. C'est aussi possible. Là, je dirais, c'est un niveau spirituel peut-être plus élevé, mais tout est possible, si vous voulez. Tout est possible. Donc, ce que je pourrais dire pour conclure par rapport à votre intervention, c'est on ne peut pas rejeter, si vous voulez, même si les circonstances dans lesquelles nous vivons, certes, ne sont pas vraiment, on pourrait dire, d'un point de vue extérieur, pas vraiment favorables pour une pratique intérieure et pour être plus dans la sérénité, dans l'instant présent. Cependant, la clé de tout, c'est l'esprit. Cependant, la clé de tout, c'est l'esprit. On ne peut pas rejeter la faute ou le problème sur les conditions extérieures ou sur les autres ou sur les éventuelles manipulations, etc. Non, la clé de tout, c'est l'esprit. En tout cas, voilà, de mon point de vue, du point de vue de mon expérience, c'est cela. C'est l'esprit qui peut être libre malgré toutes les circonstances. Même en prison, on peut être libre intérieurement.
Et c'est vrai que notre monde, on pourrait dire, ça ressemble à une prison. D'être là, on est tous dans des cellules, dans des cases sur l'écran d'ordinateur. Voilà, on peut être très enfermé en vivant en pleine montagne. On peut être très enfermé dans son esprit et presque devenir un malade mental en étant dans un vaste paysage. Et on peut être confiné dans une toute petite cellule de prison et être libre dans son esprit. Donc, les circonstances extérieures ne font pas tout, mais il est évident, bien sûr, que pour la plupart d'entre nous, c'est difficile. Les circonstances extérieures ont un grand impact sur nous. Et donc, le travail de la méditation, le travail du yoga aussi, pour moi, ce n'est pas différent. Ce sont des approches du Qigong, par exemple, sont des approches qui peuvent nous permettre, nous aider à nous émanciper intérieurement et à nous libérer justement de l'influence des circonstances extérieures. Merci pour votre éclairage. Merci beaucoup. Je pense que c'était la dernière question. Donc, Je peux en mettre une ou pas? Rapidement, oui. Je voulais demander, en vous écoutant, je pensais à le témoignage de Tenzin Palmo et ça me faisait le lien avec les instants de conscience quand elle expliquait voir distinctement l'apparition des phénomènes, l'apparition des pensées, l'apparition des émotions. Et je voulais vous demander si ce que vous appelez ces instants de conscience, là, ça a un lien avec ce qu'on appelle dans la tradition le Mahamudra ou est-ce que c'est un peu différent? Oui, c'est un lien, bien sûr, c'est une manière d'approcher cela, oui, oui. Ça a un lien avec le Mahamudra. Le Mahamudra, on peut traduire par le grand saut, SCEAU, hein, ou la grande union. C'est l'union de la vérité relative et de la vérité ultime. Donc, quand on parle des instants de conscience comme ça, on dit du point de vue relatif, les instants de conscience existent. On peut les mesurer, on peut les expérimenter, mais comme ils n'existent pas par eux-mêmes, ils n'ont pas donc d'existence intrinsèque, d'existence propre. Du point de vue ultime, ils n'ont pas d'existence, c'est de la vacuité. Cependant, nous les expérimentons. Donc c'est l'union des deux, c'est l'union de la vérité relative et de la vérité ultime. Et c'est ça le Mahamudra, c'est cette compréhension en fait. C'est cette compréhension qui n'est pas qu'une compréhension, mais petit à petit, à force de méditer, on va en faire l'expérience. Et à force de continuer à méditer au sein de cette expérience va devenir une réalisation spirituelle. Et puis, ça va culminer dans l'éveil spirituel. Mais donc, oui, il n'y a pas de... Ça fait partie de ce chemin-là, oui. C'est une approche méditative. Merci beaucoup pour vos questions. Merci pour votre intervention. Je vous sais très occupé, donc la matinée. Donc, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Donc, la clé de tout, c'est l'esprit. On va cultiver notre esprit par la méditation, entre autres, et par le yoga. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous d'avoir participé de tous les horizons, vous êtes venus de partout, c'est super. Sachez qu'à Sanskriti aussi, on fait des séances de méditation en Zoom. Tout le monde peut y participer. Benoît, si tu veux dire les horaires, c'est le mercredi, le dimanche. Vous pouvez aller sur notre site et il y a les horaires, si jamais vous voulez regarder. Ah oui, on fait 2 séances de méditation par semaine, le mercredi et le dimanche soir à 18 h. C'est des séances qui sont aussi ouvertes, même complètement aux débutants. Voilà, un instant de présence ensemble et de découverte de soi, parfaitement libre pour tout le monde, du débutant aux personnes qui pratiquent un peu plus. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, après, vous aurez les informations, je crois, dans l'email qui va suivre. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, il y a aussi l'association de la matinée. Vous avez une association, mipam.fr, où il y a plein d'informations. Là, il y a l'association MIPAM en Vendée, puis l'association Drukpa Vendée. D'accord.
qui est une association, elle, bouddhiste, et l'association MIPAM, elle est une association qui est pluridisciplinaire. D'accord. Ok. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette organisation. Merci, c'était super. Merci beaucoup. Donc, on a enregistré et on mettra en ligne pour toutes les personnes qui voudraient écouter ou qui n'ont pas pu être là. D'accord. Merci à tous. Merci. Bon dimanche.